Le mouvement était considéré marginal avant la pandémie, mais la réalité est maintenant bien différente. Le Québec n'échappe pas à la montée du conspirationnisme. Quelle forme prend-il ici? Des chercheurs se sont intéressés à la question. Parmi ces chercheurs, Marie-Ève Carignan, professeure à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Mme Carignan. Bienvenue à 24/60. Merci. On ne peut plus penser que le complotisme n'est que marginal. Quelles sont vos conclusions? Non, en effet, notre rapport démontre, autant au Québec qu'au Canada, que près d'une personne sur quatre, un peu moins d'une personne sur quatre adhère à certaines théories conspirationnistes du moins. Et lorsqu'on parle d'adhérents convaincus, donc de gens qui ont tendance à croire à de très, très nombreuses thèses conspirationnistes, là, on est à un 6 à 8 de la population. Oui. C'est pas rien. Et on parle dans le rapport à la fois de thèses conspirationnistes liées à la pandémie de COVID-19, mais pas que. Donc, dans notre étude, on a repris vraiment une échelle pour mesurer l'adhésion à tout type de thèses complotistes, donc des thèses qui étaient bien antérieures à la pandémie, donc des thèses sur, par exemple, les extraterrestres ou des thèses sur le contrôle de l'information, sur des manipulations internationales. Alors, on voit vraiment que c'est une pensée qui était très installée, même avant la pandémie, mais qui a pris de l'ampleur et aussi qui s'est répandue très rapidement pendant la pandémie. Bon, vous parlez de 6 mais est-ce qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui s'intéressent ou qui se rapprochent de ce mouvement conspirationniste? Oui, c'est ça, 6 à 8 c'est ceux qui croient très fermement, mais quand on parle de la population en général, on est à un 20-25 de gens qui adhèrent à, en tout cas, une portion des thèses conspirationnistes. Donc, des gens qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que là, ils croient à certaines thèses, mais si ils sont influencés par des leaders du mouvement, par des nouvelles informations ou de la désinformation, ils peuvent devenir eux aussi des adhérents très convaincus ou s'ils se font plutôt convaincre que certaines thèses ne tiennent pas la route, ben, ils peuvent basculer aussi de l'autre côté vers des non-adhérents. Est-ce qu'il y a un portrait robot qui existe de ces gens-là? C'est très difficile d'avoir un portrait robot parce qu'en général, c'est des gens qui sont assez variés en termes sociodémographiques, hommes, femmes, âge, revenus. On voit certaines tendances, mais ce qui est le plus important à observer quand on regarde qu'est-ce qui explique l'adhésion conspirationniste, c'est deux facteurs principalement qui ressortent de nos recherches. C'est le niveau de confiance. Donc, ce qu'on voit, plus les gens sont méfiants envers le gouvernement, les institutions publiques, la science, même leurs concitoyens, donc les gens qui croisent dans la rue, tout ça, cette méfiance-là est vraiment un vecteur. Plus on se méfie, plus on a tendance à penser qu'on nous cache des choses, qu'il existe des secrets, des complots en société. Donc la confiance et le besoin de rétablir une confiance dans nos institutions démocratiques, médiatiques, scientifiques, c'est vraiment un facteur. L'autre, c'est l'état psychologique. L'état psychologique, c'est-à-dire que ça peut être des gens troublés par certaines situations, des gens qui ont des Oui, problèmes de voilà, santé dans mentale. nos... Est-ce que c'est des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale? Je ne vous demande pas de faire de diagnostic, là, mais ça va jusqu'où? Oui, on a travaillé avec des collègues en psychologie. On a mesuré sur différentes échelles utilisant en psychologie l'état d'adhésion à des énoncés qui pourraient démontrer de la détresse, de l'anxiété, du stress. Et on voit qu'il y a vraiment un niveau qui exprime à la fois cette détresse psychologique-là, cette anxiété, ce stress qui est vraiment plus que le double chez les adhérents convaincus que la population générale, très, très élevé. Euh, 20 à 25 énoncés sur la détresse psychologique qu'on a pu observer. Et ce qu'on voit, c'est donc qu'il y a vraiment un lien, c'est-à-dire que plus je suis anxieux, plus j'ai peur pour ma santé, celle de mes proches, ben, plus je cherche à comprendre ce qui se passe et plus je risque d'adhérer à des causes qui vont m'expliquer qu'on me cache des choses. Donc, Ouais. cette adhésion-là génère aussi de l'anxiété, du stress également. Des gens qui sont en général donc anti-système et qui sont très influencés, donc qui adhèrent à un discours complotiste. Il y a des leaders. Vous les avez identifiés, ceux-là, dans votre étude? Oui, dans notre étude, on a choisi de s'intéresser à un certain nombre de leaders qu'on connaissait comme très influents par leur résonance sur les réseaux sociaux et par une étude principalement basée sur les comptes Twitter de ces leaders-là. On a pu aller chercher d'autres leaders avec qui ils étaient en dialogue et donc on a étudié 45 leaders québécois et canadiens, principalement québécois. Ça nous a permis vraiment de voir à la fois une stratégie de communication, on ne sait pas si elle est réfléchie, mais très bien structurée, en tout cas où les leaders se partagent l'information, se donnent de la visibilité entre eux et aussi le fait que justement les gens qui parfois vivent une certaine détresse quand ils adhèrent aux thèses complotistes ne voient pas que derrière ces leaders-là aussi,
il y a une idéologie préalable. Donc, beaucoup de ces leaders-là, soit viennent de mouvements alter-sciences, je vois Jean-Jacques Crèvecoeur là, à l'écran, donc des gens qui étaient de médecine alternative, santé naturelle. On a une grande frange des leaders qui sont liés à l'extrême droite, à des mouvements anti-autoritaires. Donc, beaucoup de gens qui suivent ces leaders-là et qui se retrouvent dans le discours contre les mesures sanitaires, contre le gouvernement parfois qui remet en question la légitimité du gouvernement. On ne voit pas aussi que plusieurs de ces leaders-là avaient un agenda politique et idéologique bien avant de devenir des leaders là, pendant la pandémie, parfois aussi un agenda religieux. Et beaucoup de ces leaders-là également se servent des réseaux sociaux pour tirer profit de leur influence, donc aller chercher de l'argent par des sites de sociofinancement ou des comptes PayPal. En même temps, en terminant, est-ce que ces gens-là peuvent transposer leurs idées dans des mouvements politiques? Est-ce qu'ils peuvent être, à la limite, une menace à la démocratie? En terminant. On voit qu'il y a vraiment un lien très fort dans nos données chez les adhérents convaincus, avec notamment des idéologies qui peuvent être liées à la violence. Donc, on accepte plus facilement la violence politique pour se faire entendre, pour revendiquer nos idées en pensant qu'on nous cache des choses. Et on voit aussi qu'il y a un lien avec des intentions de vote. Donc, notamment, là, notre rapport démontre qu'il y a un lien entre les adhérents et les adhérents convaincus et plus d'intentions de vote envers, au Québec, le Parti conservateur du Québec et au Canada, Parti populaire de Maxime Bernier ou Parti conservateur. Alors, Marie-Ève Carignan, chercheur, merci d'avoir exploré avec votre collègue notamment et d'autres, peut-être David Morin, les complotistes, appelés maintenant conspirationnistes, et de nous les faire comprendre. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.